Eliana, bonjour. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 septembre et c'est l'occasion de parler d'une personnalité qui est décédée à cette date en 1982. Alors peut-être qu'elle n'est pas aussi connue que son fils, il s'agit de Yitzhak Peresky qui était le père de Shimon Peres. Et en fait cet homme a eu une histoire assez... il a eu des aventures, on va dire ça comme ça, c'était l'occasion d'en parler. Alors il est né en 1898 dans la ville de Vologine, la célèbre ville de Vologine, et il a habité pas très loin, dans donc la Pologne de l'époque. Il est lui-même un descendant du Rabbi Chaim Vologine, et il va étudier à la yeshiva jusqu'au jour où il va devenir ouvrier. Il va ensuite travailler dans le domaine de l'exportation d'arbres, et il va se marier avec Sarah de la famille Meltzer, et ensemble ils vont avoir 2 enfants, donc un plutôt connu qui s'appelle Shimon et un second Gershon, moins connu. En 1932, Peresky monte en Eretz Israël afin de réaliser son rêve sioniste. Il monte tout seul, il laisse sa femme à l'arrière avec les enfants et il va essayer de monter plusieurs petits business qu'il va qui ne va pas réussir à tenir. Donc, c'était pas un homme d'affaires. C'était pas un homme d'affaires. Il faut dire que le petit pactole venait du côté de sa femme. C'était sa femme qui venait d'une famille où il y avait de l'argent. Et lui, il va dilapider au fur et à mesure dans chaque nouvelle aventure. Il va dilapider un peu plus d'argent. Au bout d'un moment, il dit à sa femme, je vais rentrer... Pardon ? J'ai plus rien. Non, il lui dit, j'ai plus rien, donc je vais rentrer en Pologne. Et puis, en Pologne, ça marchait mieux. Et alors, sa femme lui dit, non, hors de question, j'arrive. Et donc, elle arrive à la veille de la Seconde Guerre mondiale avec le petit Shimon et son frère Gershon. Et ils s'installent ensemble à Tel Aviv. Et là, alors, juste au moment où ils devaient se relancer dans une nouvelle aventure, la guerre éclate. Et le père de Shimon Peres, Yitzhak Peresky, va être un des premiers à se porter volontaire pour l'armée britannique. Alors à cette époque, les volontaires du vieux Yishuv, au tout départ, on ne va pas véritablement les intégrer dans des unités de l'armée, mais ce seront des auxiliaires. C'est-à-dire qu'ils vont faire tous les travaux qui sont importants pour accompagner l'armée britannique, comme par exemple creuser des tranchées ou faire tout ce travail. Et donc lui va participer. Il faut dire qu'il est quand même âgé, il a 42 ans, c'est pas un petit jeune homme. Et c'est ainsi qu'il va, entre autres, en mars 1941, arriver avec son unité en Grèce. Et pourquoi en Grèce ? Puisqu'en Grèce, à ce moment-là, il y a des batailles entre les Britanniques, les Alliés, contre les fascistes, contre l'Axe, en l'occurrence contre les Italiens, pour prendre le contrôle de la Grèce. Il faut dire que ce sera un premier essai qui justement ne va pas marcher, puisque je vous rappelle qu'après la Grèce qui avait été prise par Mussolini va être reprise par les Allemands, et c'est comme ça qu'entre autres la communauté de Salonique va complètement être détruite à 94%. Et donc il va être sur place et il y a des batailles, et en fait très rapidement en avril 1941, donc près d'un mois et demi après qu'il soit sur place, il est pris en otage, il est fait prisonnier. Il faut dire que sur les 9000 prisonniers britanniques qui étaient à cette époque, qui ont été pris par les forces, c'est plutôt les Italiens à cette époque-là, on a quand même 1383 qui sont des juifs du Yishuv, c'est quand même un nombre important. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'échapper il va sauter du train qui l'emmène vers les prisons, et c'est ainsi qu'il va, pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, vivre sur les monts du maquis grec. Non seulement il va vivre là-bas, il va se nourrir d'herbes qu'il trouve sur place, ou bien les gens vont l'aider sur place, dans les Grecs, dans les monastères grecs, on va l'aider. Et c'est comme ça qu'il va être sauvé. Il va pourtant être rattrapé par les Allemands, et cette fois-ci, il va être envoyé en Allemagne. Et envoyé en Allemagne, il va être trimballé d'un endroit à un autre. Je ne pense pas qu'il savait qu'il était juif, parce que si ça avait été le cas, ça se serait plus mal passé. Et il va se retrouver avec un autre
autre prisonnier britannique qui s'appelle Charles Quard, qui est aussi connu sous le nom du Rosen mi-Auschwitz, c'est-à-dire le baron d'Auschwitz. Et c'est une personnalité anglaise qui va en fait très rapidement être mise en prison dans la ville d'Auschwitzim, donc qui est la ville d'Auschwitz, qui est juste à côté du camp d'Auschwitz, qui a, je sais pas moi, 20 minutes, 10 minutes en voiture l'un de l'autre. Et c'est là-bas en fait que quand il va être sur place, il va se rendre compte de ce qu'est le camp d'extermination, et il va tout faire pour sauver. Il va sauver plus d'une centaine de personnes. Et Peresky va être avec lui en fait et va participer et va l'aider. D'ailleurs, il va voir énormément de choses, à tel point que plus tard, quand les Américains vont arriver, après la fin de la guerre, on lui demandera de donner un rapport, et un rapport si minutieux et si détaillé qu'ils vont le bloquer et qu'il va rater le mariage de son fils Shimon, parce qu'il n'aura pas le temps de rentrer à temps en Eretz Israël, alors que son fils Shimon allait se marier avec sa femme Sonia en 1947. Il a donc eu cette vie assez remplie. C'était l'occasion d'en parler, et il est décédé en 1982, donc à la date d'aujourd'hui, à 84 ans, donc en Israël. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.